Cette position, les amis, est intenable, théoriquement. Elle est indéfendable, théoriquement. Et socialement, elle est tout simplement irresponsable. C'est-à-dire la notion selon laquelle la croissante diversité sociale due aux apports migratoires, les vagues de déplacement de migrants qu'on observe ici et là, simplement parce que ce genre de discours qui se voile d'une perspective analytique, en réalité, alimente la stratégie du bouc émissaire, avec les conséquences qu'il n'est plus nécessaire ici de rappeler. Là où on peut être d'accord, c'est que la question de l'identité culturelle est une question permanente. En tout cas, on n'est pas sur le point de la dépasser. Alors je dirais Édouard Glissant. Édouard Glissant, aussi un théoricien qui a analysé ces questions, en tout cas dans le monde francophone. Je parle plus spécifiquement de théoriciens du monde francophone, qui a travaillé ces questions de manière beaucoup plus soutenue, c'est-à-dire de fond en comble. Bien, c'est Édouard Glissant. Glissant va en l'occurrence proposer ce concept que je trouve fort intéressant, celui de créolisation, qui suggère que les identités culturelles ne sont pas statiques, mais qu'elles sont dynamiques et en constante transformation. Glissant va rejeter les identités fixes, les identités ataviques, parce qu'il estime qu'elles sont préjudiciables à la sensibilité du monde contemporain. Les identités ataviques sont préjudiciables à la sensibilité d'un monde, d'une société qui est constamment en processus de créolisation. Évidemment, Glissant n'est pas le seul qui rejette les identités fixes ou une appréhension de l'identité comme fixe et déterminée. À tous les théoriciens de la mouvance postcoloniale que j'ai lu. Pensez à des gens comme Trinh Minh Ha, Homi Bhabha, Jean-Loup Amsel, etc. Tous ces théoriciens proposent des concepts ou empruntent des postures qui invariablement contiennent l'idée d'hybridisation, l'idée de croisement, de changement, de transformation identitaire. Je pense à Jean-Loup Amsel et son concept de branchement, que je trouve particulièrement astucieux, parce qu'il met en évidence et le suggère clairement le caractère ouvert de toute culture, la possibilité pour cette culture de se connecter et la liberté de choisir à quoi se connecter. Et c'est là l'astuce. Non, je l'ai dit et je le pense encore, les théories de la mouvance postcoloniale ont une lacune fondamentale. Non pas qu'elles sont intenables, non, elles sont absolument défendables. Mais la lacune, c'est que ce sont des théories critiques essentiellement. C'est-à-dire qu'elles sont plus habiles à déconstruire théoriquement un modèle qu'à se poser un modèle alternatif. En d'autres termes, c'est des théories qui sont sur le plan pratique inopérantes. Elles ne sont pas opérationnelles sur le plan pratique. Ce qui, à mon sens, est d'autant plus déplorable que dans le cas d'espèce, c'est-à-dire les questions d'identité, les identités racines demeurent partout à la base de la gestion de la diversité sociale. Prenez n'importe quel modèle théorique, qu'il s'agisse du modèle assimilationniste français. Comment il a dit le mec encore, le mec qu'on voit sur tous les plateaux de télévision en France, Zemmour, c'est ça. Bon, la plupart du temps, ce qu'il dit n'a pas beaucoup de sens, mais voilà, il dit quand même, la liberté d'expression oblige. Alors, qu'est-ce qu'il racontait la dernière fois? Bien que quand on devient français, nos ancêtres sont des Gaulois.
Je ne dirais jamais que cette idée est absolument ridicule. Mais je me pose toujours la question de savoir par quel type d'osmose transmigratoire les ancêtres de Vilipin deviennent les ancêtres de Thuram ou de Makelele. Où est tout le ridicule de l'affirmation? Mais l'idée est là, c'est-à-dire qu'il y a eux et nous. Prenez aussi le modèle multiculturel canadien, que beaucoup en sens trouvent fort intéressant. Mais là aussi, là encore, il y a cette idée d'essence identitaire. Nous avons notre culture, vous avez la vôtre, eux ils ont la leur, eux ils ont la leur, etc. Mais tous, on peut partager le même espace commun et s'assurer par un certain nombre de politiques sociales que ces identités différentes demeurent et partagent donc cet espace. Et je dois rappeler que tous ces modèles sont des modèles théoriques qui permettent à la société d'élaborer un certain nombre de stratégies du vivre ensemble. Mais il y a sous-jacent à chacun de ces modèles l'idée d'une essence identitaire. J'ai proposé il y a quelques années de réhabiliter l'essentialisme identitaire. C'était dans ma contribution à un ouvrage dirigé par le professeur de Berry, les Cultural Studies dans le monde francophone. Je pense que c'est paru en 2010, c'était aux presses de l'Université d'Ottawa. L'idée de revenir sur un concept que d'éminents chercheurs, depuis Édouard Saïd, se sont évertués à déconstruire. Ça fait sourire. Mais c'est parce que quand je parle quelquefois, on prétend m'écouter, mais on ne m'entend pas. Parce qu'en proposant de restaurer dans l'analyse l'essentialisme identitaire, je suggérais clairement d'appréhender cette essence non plus comme fixe et atavique, mais comme construite et évanescente. C'est ça le truc. Construite et évanescente. C'est-à-dire d'intégrer dans l'analyse l'idée que chaque société se construit une image d'elle-même qui dure un certain temps, image qui lui permet d'élaborer des stratégies, des politiques, du vivre ensemble, jusqu'à ce qu'une crise survienne et la remette en question. Construite et évanescente. Et c'est une voie qui me semble toujours, une posture qui me semble toujours raisonnable et opérationnelle, parce qu'elle reconnaît que l'évolution identitaire d'une collectivité se fait à partir de seuils de recommencement. L'évolution identitaire d'une société, d'une collectivité donnée, se fait à partir de seuils de recommencement.